Bien, bonjour. Voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo qui est un peu la version actualisée d'une version qui a été faite par un auteur sur YouTube qui s'appelle Yoshi Graphics, si mes souvenirs sont exacts. Et cet auteur avait fait donc en 2.79 et en 2.80 une étude de cette pièce, mais j'ai trouvé qu'elle était un petit peu orientée modeling, ce qui ne mettait pas Blender véritablement en concurrence avec les logiciels, disons, de construction de pièces mécaniques plus ou moins payants, même très chers. Et donc moi mon idée c'est un petit peu d'utiliser les mêmes méthodes, c'est-à-dire au fond une construction volumique avec des blocs qui s'unissent et qui s'interceptent pour produire ce résultat. Et donc intéressant de mettre en concurrence, si j'ose dire, Blender, la nouvelle version 91, qui est plus performante en particulier, parce que j'avais essayé de le faire avec 2.79, et 2.80 c'était un peu juste. Là ils ont revu ce qu'on appelle les fonctions booléennes, et vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Allez, on se lance. Donc pour commencer, je vous propose de prendre notre pièce, un petit peu, qui est dessinée en filigrane ici, en dessous, orientée évidemment selon ce repère-là, c'est-à-dire l'axe des Y vers le fond, et les X devant, et l'axe des Y en hauteur. Je vais considérer l'enveloppe, on peut dire cubique, de la pièce, définie, et comme le montrent les traits rouges. Je vais donc obtenir au total 4 volumes de base que je vais assembler pour commencer la pièce. Donc j'aurai cette partie-là qui correspond ici au bord arrondi, le petit bloc central ici, que j'appelle plot central, le pan coupé ici, et la base ici. Alors je vais garder ces noms quand je vais travailler dans Blender. Hein, voilà, ça c'est le début de la pensée hors logiciel, mais je crois que celle-là, on l'a partout, quel que soit le logiciel que l'on utilise. Bon, c'est parti, voilà. On a donc ouvert 2.91. Hein, bon, vous reconnaissez en gros l'espace de Blender. Voilà, le splash screen, c'est-à-dire l'écran d'accueil apparaît. Bon, il y a tout un tas de paramétrages. Bon, pas très important, chacun fera ce qu'il voudra, et on clique à côté pour avoir véritablement la zone de travail. Alors, vous reconnaissez quand même en gros les panneaux, hein, il y a des panneaux, il y a toujours cette logique de panneaux, de barres des menus. Bon, seulement, bon, ils sont peut-être disposés d'une manière un peu différente. Et puis, il y a aussi une chose qui apparaît aussi, c'est ici on pourrait dire, cet espace écran, hein, qui est une suite d'onglets, qui est ce qu'on appelle le header, c'est-à-dire qui va donner les espaces, en gros les espaces de travail et d'autres choses comme l'interfaçage avec Windows ou Linux ou macOS si vous avez ces machines-là. Hein. Et puis aussi quelques petites choses qu'on verra au fur et à mesure. Hein. Mais en gros, si vous voulez, il y a le header qui est un peu à part, les panneaux, ici, que vous connaissez tous. En bas, une barre d'information, un petit peu, dont on verra certains détails. Et les panneaux ont toujours cette logique, donc, de un espace un petit peu de la comédie de ce qui se passe, et ou du paramétrage, selon les cas, et la barre des menus et des icônes, ou les barres des menus, hein, qu'on verra. C'est un petit peu plus compliqué qu'avant. Bon. Alors, maintenant, rentrons dans notre problématique à nous. Hein. Notre problématique à nous, c'est, voilà, je rappelle, hein, c'est de créer ces petits parallélépipèdes qui vont nous conduire par assemblage à l'ébauche de notre pièce. Donc, on va commencer par bord arrondi, d'accord? Et
on va se mettre dans une situation très précise qui permettra de voir des fonctionnalités de cette version que vous connaissez mais qui sont peut-être pas aux mêmes endroits. À partir de ce cube, par exemple, on va créer donc par exemple la base, hein, d'accord? Donc, alors, on va déjà lui donner le nom. Donc, on va dans la outliner et on va taper à la place donc du cube qui est sélectionné, d'accord, hein, je vous rappelle que si je sélectionne ici, vous voyez apparaître la sélection ici, et vous cliquez dessus et vous tapez, donc j'ai dit base. Bon, maintenant, base, il faut lui donner les dimensions. Alors là, on part d'un cube qui existe, d'accord, donc on va le transformer pour arriver aux dimensions qui nous intéressent. Alors, pour ça, on va faire apparaître un panneau très spécial, qui est un sous-panneau en réalité du panneau 3D View ici, c'est-à-dire du monde des objets 3D. Et ce panneau 3D View nous donne en quelque sorte les caractéristiques très précises de cet objet et la possibilité de les modifier. Pour ça, pour le faire apparaître, il s'appelle le sous-panneau N, hein, c'est un sous-panneau de l'espace 3D. Et pour le faire apparaître, on l'appelle panneau N parce que tout simplement en appuyant sur la touche N, pouf, il apparaît. D'accord? Et si je réappuie sur la touche N, il disparaît. Donc N, voilà. Alors, vous remarquez que ce panneau comporte sur le côté, ici, des onglets, hein, différents types d'onglets. Alors certains, vous les avez, vous les aurez, Item, Tool, View. AN, vous ne risquez pas de l'avoir parce que c'est un add-on que j'ai mis que j'utilise moi pour animer les objets. Hein, d'accord? Voilà. Alors voilà donc les différents. View, c'est tout simplement la vision qu'on a de l'espace. Tools, ce sont des outils un peu spéciaux qu'on verra. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout l'item qui va nous donner les éléments qui caractérisent l'objet d'un point de vue géométrique, quoi, de sa position et de sa taille et de ses dimensions, de son échelle et ainsi de suite. Alors, premier paragraphe, donc la location. La location, c'est tout simplement la position dans le repère que vous avez vu. Enfin, peut-être vous connaissez pas. Alors donc, ici, vous avez des axes, deux explicites, un rouge qui est l'axe des X et un vert qui est l'axe des Y. Bien sûr, il y en a un autre qui est vertical, qui est l'axe des Z. Alors, on peut retrouver cette idée-là ici, dans cette espèce de widget, de trièdre, hein, qui nous permettra, on verra, de voir les objets d'une certaine manière. Pour l'instant, on n'y touche pas, on verra selon nos besoins. On peut modifier ici donc tous ces éléments-là, y compris donc les dimensions, donc c'est ça qui va nous intéresser. Manque de chance, quand on regarde, on voit que tout est mis en mètres. Alors s'il faut écrire 0, c'est un peu long, quoi. Alors on aimerait bien avoir directement des unités en millimètres. Bah, pour ça, on va sauter dans le panneau qui est sur le côté des properties, et on va regarder ici, et on va s'arrêter sur cette icône, enfin cette icône ou onglet, comme on veut, moi je l'appellerais plutôt onglet, scène properties, d'accord? C'est-à-dire les propriétés de la scène étant l'espace ici, où se baladent les objets 3D. Donc, je clique sur cet onglet, je vois apparaître, pour ceux qui connaissent, voilà, hein, regardez, vous avez des séries de petits paragraphes, hein, vous avez remarqué que en appuyant sur l'icône, suivant qu'il est orienté, la petite triangle est orienté vers le nom ou vers le bas, on a ouverture et fermeture du paragraphe correspondant. Et donc ici, on va avoir les unités. Voilà, les unités. Alors vous voyez que coup de chance, on est en métrique. Si on n'était pas en métrique, on l'aurait mis ici. Vous voyez qu'il y a plusieurs. Aucune, métrique, impérial. Impérial, c'est les unités anglaises, les pouces, les pieds, les machins. Scale, on verra. Un peu délicat, pas très clair, pour certains. Et puis ce qui va nous intéresser, les rotations en degrés, ça on les laisse comme ça. Par contre, les mètres, on voudrait nous des millimètres. Et alors là, ça nous intéresse bien. Regardez, hop, tout l'affichage est en millimètres. Bon, il se trouve que là, quand même, on a 2000 millimètres, ce qui est un peu embêtant.
il faudrait essayer de corriger ça pour qu'on ait un affichage de 2 mm, par exemple, c'est-à-dire que directement, l'unité de base soit les millimètres de notre travail. Alors pour ça, on est obligé de quitter le panneau des properties, aller dans ce panneau d'icônes, plus exactement la première partie de ce panneau d'icônes qui propose ici un icône spécial qui s'appelle overlay quand on met le machin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les transparents qu'on peut ajouter pour mieux comprendre ce qui se passe dans la scène. Alors, en cliquant sur le côté, vous avez tout un tas de choix. On va d'abord simplement, bon, en réalité, on peut faire des tas de choses, faire apparaître, disparaître l'axe des Y, on va y aller doucement. Hein. Là, on va simplement travailler sur l'échelle et on va dire que on voudrait une échelle de 1/1000. Voilà. Alors, a priori, ça semble rien changer. Pourtant, vous allez voir que déjà, je peux faire des choses. C'est qu'en faisant la même chose ici, dans le panneau Properties, en tapant 0.001, j'ai, bah oui, si je tape pas les bonnes choses, ça va pas, 0.001, validé, voilà. Et bien là, cette fois, regardez, ce que j'ai, c'est que je suis directement à l'échelle du millimètre. C'est-à-dire que mon petit cube mesure 2 mm par 2 mm par 2 mm. Alors souvenez-vous, d'abord matrix, longueur millimètre, scale ici dans les overlays à 0,1, ok, et scale ici dans le panneau des properties à 0,1. Et à ce moment-là, vous avez une unité de 1 mm. Et même, génial, la grille que l'on voit ici est à l'échelle. C'est-à-dire que si je me balade, vous voyez, regardez, eh ben, j'ai bien 2 carreaux pour mon petit cube. Donc, ça marche. On a notre échelle. Il nous reste plus que, alors je vous rappelle, on va mettre les coordonnées sur le côté. Vous voyez que pour la base, je vais avoir x96, y64 et z16. Donc je vais taper directement dans les dimensions x96. Alors, il ne faut pas s'affoler de ce qui se passe dans la panneau 3D View. Hein. On va redimensionner ça après. 64 ici. Hop. Et 16 pour Z. Alors, évidemment, vous voyez que notre panneau 3D View est tout simplement complètement occupé par la pièce. Mais c'est pas grave, il vous suffit de mettre la souris dessus et de jouer avec la roulette. Dans un sens ou dans l'autre, vous regardez, ça diminue. Et généralement, en ramenant la roulette vers vous, ça diminue. Et en allant vers votre ordinateur, ça va augmenter le zoom, ce qu'on appelle. Voilà. Donc on a la partie basse de notre pièce. On va ajouter quelque chose qui est assez important, et là qui est typique de Blender. On va, vous voyez que l'origine de ce parallélépipède est située exactement au centre géométrique. C'est pas toujours pratique pour les placer les uns par rapport aux autres. Alors on va faire une petite manip très simple, et en même temps ça va vous montrer un autre espace de travail de Blender que vous connaissez pour ceux qui manipulent, mais pour ceux qui ne manipulent pas, vous allez le découvrir. Alors pour ça, eh bien on va utiliser la barre des menus une des barres des menus de notre panneau 3D View. Vous voyez qu'ici, de la gauche vers la droite, on a tout un tas de choses, mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier menu, si j'ose dire. Le premier menu, il s'appelle Object Mode, c'est-à-dire que là, les objets sont visualisés en visualisation 3D. Mais ceux-ci, vous le savez, sont composés par des éléments élémentaires qui le construisent pour la géométrie 3D dans un ordinateur. C'est-à-dire il y a des points qu'on appelle des vertices qui sont reliés entre eux par des segments de droite qu'on appelle des edges, et
les edges, lorsqu'elles sont un nombre de 4, par exemple, et qu'elles sont coplanaires, elles forment une face. Eh bien, c'est ce qu'on va aller un peu explorer dans un autre mode que le mode objet. Ici, si vous cliquez, vous avez toute une série de modes de visualisation du même objet, et nous, on va aller simplement en Edit Mode. On verra qu'il y a d'autres moyens d'aller en Edit Mode qui sont plus rapides. Et vous voyez apparaître, si vous regardez bien, des petits points aux angles. Ça, ce sont ce qu'on appelle les vertices. Vous voyez que je peux les sélectionner en cliquant gauche de droite dessus. D'accord? Je pourrais, si je le demandais, sélectionner les segments et les faces. Où est-ce que je fais ça? Bah regardez, vous avez, c'est intelligent. Edit Mode étant choisissez, et vous avez des petits icônes à côté. Point, bah oui, là je suis en mode point, vertice plus exactement. Ici, un petit trait, bah, je suis en mode segment. Je ne sélectionne que les bords, si j'ose dire, puisque edge, ça veut dire bord en anglais. Edge de votre objet. Et enfin, le dernier, je sélectionne les faces. Vous voyez que si je clique, j'obtiens les faces. Bon, un petit reproche par rapport à cette version. Quand on sélectionnait les poissons, on avait un petit point au milieu qui apparaissait. Là, bon, bah, on ne sait pas trop dans quel mode on est, simplement en regardant la figure, qui n'est, quand rien n'est sélectionné. Alors, vous remarquez que, bah, si je replace ici, je peux sélectionner des objets, les uns à la suite des autres, d'accord? Et moi, je vais dire, par exemple, ce qui m'intéresserait, c'est que ma base soit au milieu de la face du dessous. Hein, on va voir pourquoi. On verra pourquoi, mais c'est comme ça pour plein de choses. C'est-à-dire qu'en gros, pour déplacer l'origine de notre objet, il suffit déjà de se mettre en mode Edit, et puis ensuite de faire la manip suivante. On va sélectionner, par exemple, la face du dessous. Hein, donc je me mets ici en mode face, je sélectionne la face du dessous, et je vais dire à la machine, ben, tu me places un truc qui est fondamental dans Blender, ce qu'on appelle le curseur. Le curseur, c'est cet objet pointillé ici avec une croix. D'accord? Et on peut le déplacer et le mettre où on veut. Par exemple, je peux cliquer ici, vous voyez, je le mets là, mais c'est pas très précis. Il existe un autre moyen qui consiste à faire au clavier Shift S, et vous voyez qu'apparaît autour de la souris tout un tas de menus. On dit curseur, sélection to curseur, sélection to active. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est curseur to selected. C'est-à-dire que on va envoyer le curseur sur la sélection et il se met exactement au milieu. Vous voyez? D'accord? Ayant fait ça, on va revenir en mode objet. Alors on peut passer par là, hein, c'est-à-dire par le menu ici, mais aussi on peut appuyer sur une touche qui permet d'aller un petit peu plus vite, qui est la touche Tab de votre clavier. Et hop, vous repassez en mode objet. C'est une bascule, hein. Passez en mode objet, voilà. Comme votre curseur est au bon endroit pour mettre l'origine de votre objet, vous allez aller cette fois dans la deuxième barre des menus, ici, qui est, vous l'avez toujours, hein, c'était l'objet ici, Object Mode, vous avez le menu View, vous avez le menu Select, le menu Add, et ben vous avez le menu Object. Et dans le menu Object, vous avez l'entrée Set Origin, qui veut dire mettre l'origine, sous-entendu de l'objet, à un endroit précis. Et je vais choisir quoi? Eh ben, Origin to 3D curseur. Toung! Alors vous allez me dire, j'ai simplement un point jaune qui apparaît encore, je ne sais même pas si vous l'avez eu, comment je peux savoir vraiment ce qui se passe? Eh ben, je vais utiliser un autre panneau, un autre sous-panneau du panneau 3D, ici il y avait le panneau N, il y a ce panneau-là, qui est aussi un panneau qui apparaît, un sous-panneau qui apparaît et disparaît, ce qu'on appelle le panneau T. Hein, toc, vous voyez, T, j'appuie, il apparaît, T, disparaît, T. Alors lui, il est sous forme graphique, pardon,
et il présente un certain nombre de choses. Alors ça, c'est la select box, c'est-à-dire pour sélectionner les objets. Vous voyez, je fais sélectionne une série d'objets qui sont à l'intérieur de la box. Ça, c'est la position du curseur. Ça c'est très intéressant. Regardez, j'ai simplement cliqué dessus et est apparu juste à l'origine de l'objet, eh bien tout simplement un petit repère. On appelle ça un gizmo, qui est, si j'ose dire, le translaté du repère global qui est ici sur l'objet. Mais ce repère est attaché à l'objet. Il me permet de savoir si cet objet est aligné sur l'axe des X, l'axe des Y, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Et là, eh bien, j'ai ce gizmo se colle, si j'ose dire, obligatoirement au centre que j'ai défini à l'origine de l'objet, et donc vous voyez bien qu'il est en dessous. Ça me permettra éventuellement de faire des placements plus intéressants. Mais vous avez surtout compris une chose, c'est qu'on peut placer l'origine d'un objet n'importe où. Ça va être très important dans la suite, parce que c'est ce qui va nous permettre de faire des déplacements et des collages très précis. Continuons donc notre travail. On a créé notre base. On va maintenant essayer de créer un deuxième élément. Hein. Mais la base, je vous rappelle, on l'a créée à partir de quelque chose qui existait déjà. Alors on va faire déjà un petit peu de ménage sur notre écran. Le panneau N, on va le retirer. Vous voyez qu'en cliquant, évidemment, comme d'habitude, on a des réflexes de cliquer, le curseur s'est déplacé n'importe où, mais c'est pas grave pour l'instant. On verra qu'on peut s'en sortir très bien. Par contre, vous voyez que quand j'ai pas sélectionné l'objet, le gizmo n'apparaît pas. J'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Alors maintenant, vous voyez qu'on sélectionne l'objet par un clic gauche, et on peut bien sûr avoir un autre objet à sélectionner. Comment fait-on pour désélectionner? Alors on peut cliquer à côté, tout bêtement, ou alors faire autre chose. Donc je resélectionne l'objet, c'est appuyer 2 fois sur la touche A. A, ça affiche, ça sélectionne, AA, ça désélectionne tout, d'accord? Donc là, j'ai tout désélectionné, c'est un avantage. Que cliquer à côté, ça peut être des fois un peu imprécis, on va dire. Bon, alors, on continue. Alors, vous me direz que cet objet, pourquoi est-ce que j'ai mis l'origine ici? Tout simplement pour me servir du plan ici qui est visualisé comme référence, le plan où sont posés les objets que je vais mettre les uns sur les autres et que je vais empiler, un peu comme si c'était le plan de la table. Alors là, je suis pas tout à fait bon parce que si je donc toujours la même idée, en appuyant sur la souris, appuyez simplement, et en montant un petit peu, vous voyez qu'ici, mon objet est, si j'ose dire, à traverser la table. D'accord? Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il soit posé sur cette grille. Voilà. Alors, comment faire? Vous voyez qu'ici, l'axe des X le transperce. Comment faire? C'est très simple. On va encore se servir de ce fameux curseur. Donc, on va faire, vous voyez que je l'ai mis n'importe où, c'est pas grave, je vais faire Shift S, curseur toward origin, je mets le curseur à l'origine du monde, c'est-à-dire intersection des axes, et puis je dis la sélection, en supposant que j'ai sélectionné le rectangle, sinon il suffit de le sélectionner, le parallélépipède, je vais dire que je vais mettre la sélection au curseur. Et là, évidemment, lui, qu'est-ce qu'il fait Blender? Il dit, oui, où est l'origine de mon parallélépipède? En dessous, sur la base, et donc il va poser exactement la base sur la table qui est formalisée par la grille. D'accord? Voilà. Donc là, je suis bien en position pour empiler mes objets les uns par rapport aux autres. Comment je vais continuer? Il va falloir que je crée, d'après ce que j'ai vu, j'ai créé ma base ici, je vais par exemple travailler sur bord arrondi. Bon, alors, comment faire pour faire ça? Moi, ce que je vous conseille, maintenant chacun trouvera sa méthode comme il veut, je vais faire cacher temporairement cette base.
D'accord? Et pour ça, je vais aller dans l'outliner. Vous voyez que la base ici est sélectionnée. Et il y a un petit icône ici, qui est un œil. C'est, hop, vous voyez, en cliquant dessus, l'objet disparaît. D'accord? Je vais d'ailleurs faire la même chose pour des choses qui sont pas intéressantes pour nous pour l'instant. C'est tout simplement ça s'appelle, bon, c'est l'éclairage, hein, ça sert strictement à rien pour nous pour l'instant. Et la caméra, vous voyez, on n'en a pas besoin pour l'instant. Voilà, la caméra, c'est des outils dont on n'a pas besoin. Donc je ferme tout, sauf rien, puisqu'il n'y a rien. Bon, alors maintenant, je vais essayer d'ajouter un objet. Alors, surtout, il faut vérifier que le curseur est bien au centre, parce que ça permet de travailler proprement. Hein. Bon, si c'est pas, hein, je vous rappelle, Shift S, curseur to board center. Bon. Une fois que ce curseur est au centre, je vais ajouter un objet cube, comme tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, il y était, mais là, je vais l'ajouter. Et là, ça va se passer un petit peu différemment, avec un certain nombre de risques dont on va parler après. Hein. Mais bon, pour l'instant, on fait du brut pour les brutes. Alors, add, on ajoute add, donc le menu du haut, hein, cette fois add, menu du haut du panneau 3D View, mesh, entrée mesh, et je vais sur cube. Boum, ça m'ajoute un tout petit cube. Alors pourquoi un tout petit cube? Je vais aller voir dans mon panneau N, pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'a ajouté un cube de 2 mm par 2 mm, comme je le voulais. Et comme j'ai mis tout à l'heure à l'échelle par rapport à la taille de ma base, évidemment, ça fait tout petit. C'est pas grave. On va tout de suite agir, mais je vais vous montrer qu'on peut travailler aussi sur une autre petite fenêtre lorsqu'on vient de créer un objet, hein, sans passer par N. Eh bien, cette fenêtre, c'est celle qui est apparue, je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, c'est ce qu'on appelle la fenêtre, moi je l'appelle la fenêtre éphémère, de la dernière action qui est utilisée. Et pour voir son contenu, on clique toujours sur les panneaux, et là on s'aperçoit qu'on a exactement la taille, si j'ose dire, du petit cube. Et là, vous voyez qu'il fait 2 mm de côté, hein, ce qui est bon un peu juste. Par exemple, on peut décider, hein, comme on est en train de créer, d'après ce qu'on a dit, le bord arrondi, on pourrait décider d'avoir un cube un peu plus grand. Enfin, je voulais signaler cette fenêtre, quand même, qui peut être utile. Par contre, elle a un inconvénient, elle disparaît dès qu'on a commencé à toucher au cube. Alors, comme on l'a fait tout à l'heure, on va prendre ce cube et on va le modifier son nom. Et on va appeler ça, donc, bord arrondi, qui sera notre deuxième partie. D'accord? Et on va lui donner, comme on l'a fait tout à l'heure, par le menu N, les dimensions que l'on veut. Alors je vous rappelle, bon, si vous regardez un petit peu, le bord arrondi, il a X qui vaut 16. Hein, voilà. J'ai pas remis à l'échelle exprès parce que maintenant qu'on va travailler sur les bonnes dimensions, comme ça évitera le cube. La manip de tout à l'heure, on est obligé de redimensionner, de dézoomer. Donc Y64 et Z48. Voilà. Donc, voilà, on a notre bord arrondi et on fait, bien sûr, on va essayer de le repositionner par rapport à la face inférieure. Donc, je vais aller un petit peu plus vite cette fois. Donc, mode edit, je passe sur la face du dessous, face, Shift S, curseur to selected, voilà. Et je repasse en mode objet, où je vais chercher le menu objet set origin, tout géométrie, tout 3D curseur. Et bien sûr, je vais tout remonter à l'endroit où il faut, c'est-à-dire je fais de nouveau Shift S, curseur to word center, et là, je fais Shift S, sélection, to curseur. Boum. Et mon objet est remonté au bon endroit. D'accord? Donc j'ai mon bord arrondi. Bon, ça se passe bien. Hein. On va fermer. On va faire, par exemple, je vous rappelle, on a encore le plot central et le pan coupé. Je vais aller très vite. Je vais les faire et on se retrouve une fois que je
les effets. Bon, alors voilà, j'ai créé tous les éléments de mes quatre pièces, hein, voilà. Elles sont là, hein, elles sont un peu cachées. Et puis, je vais essayer de vous expliquer un peu quelque chose sur ces fameuses collections. Ça peut servir. Parce que vous voyez qu'ici, j'ai la caméra et la lumière, qui sont des outils un petit peu pour faire de l'animation, pour faire d'autres choses, dont j'ai pas besoin, mais qui pourraient être utiles. Par exemple, si j'ai animé le mouvement de deux pièces mécaniques et ainsi de suite. Donc, j'aimerais bien les mettre de côté. Alors, comment faire pour pas que ça se mélange avec mes pièces? C'est très simple. Donc on va dans ce panneau Outline. Alors si vous avez un ennui, des fois ça arrive, vous voyez, il y a des parties du menu qui sont pas affichées. Alors vous vous mettez dessus, puis avec la roulette, vous roulez à gauche et à droite, et à ce moment-là, les menus vont apparaître. Une fois que vous avez fait ça, et que vous avez cette icône qui apparaît, qui est la création de collection, vous allez en créer une. Alors vous appuyez sur ce bouton et donc vous obtenez une collection numéro 2. Hein. Ça c'est la collection de référence et ça c'est la collection numéro 2. Alors on va l'appeler, cette collection, on va l'appeler, je sais pas moi, mise en scène. Voilà. Et on va ranger dedans la caméra et la lumière qui ne nous servent pas. D'accord? Donc on va sélectionner par exemple la caméra et je glisse et je mets bien en face mise en scène. D'accord? Pouf. Elle vient dedans, vous voyez. On voit dans la hiérarchie, hein, si je ferme là, hop, voilà. Et je vois les petites icônes qu'il y a dedans. Et puis la lumière aussi, ça me sert à rien, hop, voilà. D'accord? Et donc quand je ferme, voilà, j'ai les petites icônes, vous voyez, je sais que dedans il y a la caméra. Ça me permet de l'extérieur de voir ce qui se passe. Bon. Et puis la collection de base, en général, c'est le conteneur général. On met pas... en général, c'est la conteneur général, c'est un peu bon, pléonastique, mais bon, c'est pas grave. On va ajouter quand même, on va faire les choses proprement. En plus, si on avait plusieurs pièces, on aimerait bien avoir des conteneurs différents. Donc on va créer une autre collection, hein, qui est la collection croix, et on va l'appeler pièce 01. Voilà. Et cette pièce, on va y mettre nos éléments. Alors on peut le faire un par un. Je conseille d'y aller doucement parce que des fois on met les choses pas au bon endroit. Donc on glisse bien et on se met bien sur la collection de destination. Voilà. Alors on peut vérifier que dans pièce 1, on a bien nos éléments. Hein. Je pourrais les afficher, vous voyez, ils sont bien là. Je peux les afficher comme je veux. Mais l'avantage, c'est que je peux masquer d'un coup tout l'ensemble. D'accord ? Donc ça peut être intéressant parce que c'est là-dedans que je vais me mettre à travailler. Hein. Je vais laisser par exemple la base active et puis je verrai comment je vais assembler les autres morceaux. Alors, justement, prenons le début du premier assemblage. Je voudrais par exemple mettre le bord arrondi, c'est-à-dire cette pièce-là, sur la base. D'accord ? Alors comment faire ? Eh bien on va prendre la même technique que tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que comme les deux posent sur la table, si j'ose dire, je vais dire, par exemple, que cet angle-là doit coïncider avec cet angle-là de la base. C'est-à-dire l'angle bas, ici, de l'arrondi doit coïncider avec ça. Hein. Si je pouvais l'assembler proprement, ça serait génial parce que j'aurais les côtes exactes. Alors si je le fais à la main, évidemment, ça fait n'importe quoi. Alors on va apprendre à le faire proprement. Pour ça, on va donc afficher la base, d'accord ? Et puis, on va afficher, bien sûr, le bord arrondi. Bing. Voilà. Toc. Voilà. Alors, vous voyez qu'ils ne sont pas du tout au même endroit, mais c'est pas grave. On va y aller doucement. Alors, on va procéder de la manière suivante. On va s'occuper déjà du bord arrondi. Et on va en plus après s'occuper de notre base, qui est un petit peu dérapé, mais enfin c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Hein. On va remettre les choses en place. Donc la base déjà. Alors la base, on va remettre en place. Je sais pas quelle manip j'ai fait, peut-être que j'ai changé. Enfin bref. Voilà, ça c'est le hasard des enregistrements. Shift S, je mets la base au la curseur to selected. Voilà. Non. Contraire, CTRL Z. Voilà, j'ai raté mon coup là encore.
Donc Shift S, curseur to center, et je mets la sélection Shift S, sélection to curseur. Voilà, je remets les choses en place. Voilà. Alors, j'ai dit, hein, sur mon dessin, reprenons, cet angle-là doit coïncider avec celui-là. Donc, je vais mettre, dans un premier temps, je vais mettre le curseur en cette position-là, et théoriquement faire venir l'autre pièce dessus. Comment je vais faire? Eh bien, je vais faire disparaître ma barre, faire apparaître mon arrondi, et je vais mettre simplement l'origine de mon bord arrondi ici. Donc, pour ça, Shift S, non, pardon, je me mets en mode Edit, voilà, je sélectionne mon vertice, Shift S, Shift S, curseur to selected. Voilà. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je repasse en mode objet et je fais Shift, objet, set origin to 3D cursor. Voilà. J'ai l'origine de mon bord arrondi au bon endroit. Reste plus maintenant qu'à faire apparaître ma base et de mettre sur ma base le curseur à l'endroit de destination de mon bord arrondi. Comment je vais faire? Ben, je passe en mode Edit, Shift S, sélection, curseur to selected. Le curseur étant au bon endroit, théoriquement, si tout se passe bien, je repasse en mode objet. Vous voyez, j'alterne avec la touche Tab. Je vais prendre mon objet, bord arrondi, je lui dis Shift S, tu te mets, sélection to curseur. Voilà. Manque de peau, j'ai pas choisi le bon vertice. J'aurais dû prendre le vertice du haut. Donc, je corrige, c'est pas très dur, hein, je vous montre. En plus, bon, ça peut servir de voir des erreurs des fois. Je resélectionne ma base, je fais Shift S. Non, pardon, je passe en mode Tab, c'est confus, je suis désolé. Voilà. Shift S, curseur to selected, et je reprends ici en mode objet, et je dis Shift S, sélection, to curseur. Et là, cette fois, c'est impec. D'accord? Voilà. J'ai mon assemblage. Bon, alors vous me direz c'est pas définitif parce qu'ils bougent les uns par rapport aux autres. Alors, on va apprendre dans un deuxième temps à réunir les objets, à les souder en quelque sorte. Alors, maintenant que nous avons réussi à positionner les deux objets, la base et le bord arrondi, à leur place, ce qu'il faut, c'est les souder comme je le disais. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser ce qu'on appelle des modifieurs et des fonctions de ces modifieurs qu'on appelle des fonctions booléennes. Alors les fonctions booléennes, c'est des fonctions que vous connaissez de la théorie des ensembles, c'est l'union, l'intersection et ainsi de suite. Je présuppose que vous connaissez ça, c'est dans toute la littérature classique de la théorie des ensembles. Ben, nous, on va l'utiliser dans Blender ici. Alors pour ça, on sélectionne la base, on va ici dans le panneau Properties, dans la liste, la barre des icônes ou des onglets ici, on va choisir cette petite clé à molette, et cette petite clé à molette, c'est ce qu'on appelle le menu des Modifier Properties, c'est-à-dire les manières de regrouper, de modifier des objets, enfin c'est assez vaste, hein, on peut pas faire de modifier des assemblages, quoi. Et vous voyez que apparaît donc ici dans le panneau Properties ce qu'on peut appeler le panneau des modifieurs. Et dans ce panneau des modifieurs, il y a simplement un bouton qui dit Add Modifier. Et là, quand on appuie dessus, on voit tout ça. D'accord? Bon, alors pas de panique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un seul objet, un seul pour l'instant, mais un seul
une seule entrée, si j'ose dire, c'est celle qui se situe dans la colonne generate, et qui veut dire générer, et on va créer ce boolean. Alors boolean, ça marche comment? Eh ben vous voyez que ça crée déjà un panneau qu'on appelle boolean. On va peut-être agrandir un petit peu la fenêtre de telle manière à voir un peu mieux comment c'est fait. Voilà. Voilà, là on voit un peu mieux. Donc on a une barre de titre, boolean. C'est normal, c'est des... Et ici vous avez intersect, union, différence, qui sont les trois fonctions de base de la des booléens, à revoir dans les notions de théorie des ensembles. Et puis les objets en opération. Alors comme le modifieur s'applique à la base, on va faire une opération avec un objet extérieur qu'on va aller chercher ici. D'accord? Et ici, il y a un solver. Alors ça, ce solver, c'est très important parce que ça montre le travail qu'ils ont fait chez Blender pour la nouvelle version. On va utiliser, nous, la version exacte. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon, alors maintenant, quel objet je vais mettre en relation d'union? Donc je choisis union, d'accord? Avec la base. Je vais chercher soit là, je regarde, et là, comme j'ai mis des noms en clair, c'est facile, je dis c'est bord arrondi. Donc la première méthode consiste à aller chercher ici en cliquant dedans, bord arrondi. La deuxième méthode, c'est la méthode un peu plus, si j'ose dire, j'ai la flemme, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la pipette, d'accord, en cliquant dessus et disant je veux utiliser celui-là comme deuxième opérande, si j'ose dire, de l'opération union. Voilà. Voilà. Hop, automatiquement, bord arrondi est apparu, et je suis sur exact. Alors, là, j'ai collé, si j'ose dire, les deux objets en un seul, qui est l'union des deux. D'ailleurs, on peut voir que y a quand même des petites choses sur lesquelles il faut faire attention. On va voir plusieurs choses. Alors d'abord, là, on est un modifieur, si vous voulez, ça peut être mis en attente. Ici, vous voyez, par exemple, tant que ce panneau-là est affiché, le modifieur n'est pas, on dit appliqué, c'est-à-dire que ça et ça, c'est pas encore totalement le même objet. On va affiner ça un petit peu. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se passe exactement. Eh bien, on a fait l'union de ces deux objets, et pour véritablement créer un objet nouveau, il faut aller ici et dire, alors ça change un peu par rapport aux versions précédentes, avant on avait un bouton apply directement là, il faut aller chercher ce petit icône ici, qui est la flèche ici, et cliquer sur apply ou taper CTRL A comme on veut. Et à ce moment-là, la fenêtre du modifieur disparaît et les deux objets sont assemblés définitivement. D'accord? Une petite remarque toutefois. On pourrait être étonné de voir quand même que dans l'outliner, il subsiste d'une part la base et d'autre part le bord arrondi. Comment se fait-il? Eh bien, une bonne expérience consiste à faire ça. Vous voyez que si je cache, ça ne bouge pas. Par contre, ici, si je cache, ça veut dire que dans l'union, le bord arrondi continue d'exister. C'est-à-dire qu'il a été, si j'ose dire, dupliqué dans le collage avec la base. C'est-à-dire que la base, maintenant, c'est plus exactement la base, c'est la base avec le bord arrondi collé. Mais l'objet bord arrondi subsiste à l'extérieur. Ça, c'est un petit truc auquel il faut faire très attention, parce que, a priori, c'est pas évident. Donc, je vais le cacher pour l'instant. On pourrait le détruire tout de suite, mais c'est un petit peu délicat à comprendre. Donc, dans une union, le deuxième élément est conservé. D'accord? Bien y penser, parce que ça peut jouer des tours après. Voilà. Nous avions donc fait l'union de la base avec le bord arrondi. On va continuer
une petite remarque en passant ici, vous voyez, sur le côté en bas à gauche, j'ai activé la visualisation des touches de la souris, hein, et en même temps aussi des touches du clavier. Hein. Si je tape A, vous voyez, ça apparaît A ici, et ainsi de suite. Et si je tape 2 fois A, et ainsi de suite. Voilà. D'accord? Voilà. Et après, ça disparaît. Donc, vous savez à peu près sur quoi j'appuie et je bouge. Bon. Nous, on va essayer maintenant, revenons à notre problème, à savoir, ici, on va essayer de mettre ce bloc, hein, le plot central, à l'endroit correspondant sur la petite figure. Alors, vous remarquez qu'il faut qu'on ait un petit peu la même disposition. Donc, je vais essayer de placer l'axe des Y en allant un peu en montant vers la droite, et l'X qui vient vers moi, aussi vers la droite. Donc, je vais faire le même placement, à peu près. Là, c'est complètement pas ça, quoi, si j'ose dire. Donc, je vais tourner légèrement comme ceci, et là, je vais avoir ce que je veux. Et je dois placer le bloc de l'autre côté. Donc, j'étais pas si mal placé que ça tout à l'heure. Mais bon, je vais déjà un petit peu me débrouiller en faisant apparaître mon plot central, ici, qui est placé bien sûr n'importe où. Et là, je vais vous montrer une technique d'assemblage un peu différente de la précédente. Tout à l'heure, on manipulait un curseur, position du curseur, position de l'origine, et ainsi de suite. Bon, nous, là, on va utiliser un outil qui s'appelle l'aimantation, ou le snapping, si on préfère, qui permet de dire, eh bien, par exemple, ici, moi, j'aimerais, d'après ce qui m'est donné hein, sur ma figure ici, à peu près, en ayant à peu près la même orientation, hein, je vais essayer de vous donner à peu près la même orientation. Donc là, j'aimerais que, ce petit objet là vienne se mettre juste dans le coin, c'est-à-dire que la partie que je ne vois pas, le sommet que je ne vois pas de mon cube, là, qui est diamétralement opposé, là, et vienne coïncider avec ça. Hein, voilà. Donc, on va essayer de faire ça avec ce nouvel outil qu'on appelle l'aimantation. Alors pour ça, on va faire pivoter déjà les choses. Et je vous rappelle, on voudrait que ceci coïncide avec ça. Hein. Alors, l'outil de snapping, il se situe dans un des menus en icône qui est là-haut, c'est le petit aimant qui est là, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi l'aimantation. Et à côté, on a les outils de réglage. Alors, dans les outils de réglage, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la coïncidence en vertex, c'est-à-dire qu'on va vouloir que le vertex de pan coupé vienne s'ajuster sur ce qui coïncide avec notre ex-base, d'accord? Et puis ça, on va essayer que ça se fasse au plus près et pendant un déplacement en translation, un move, un déplacement de l'objet. Voilà. Donc ça, c'est déjà le début du réglage de l'outil de snapping. Maintenant, on va positionner on aurait peut-être dû avant, hein, pour des raisons de simplification. Je vous conseille de faire ça parce que sinon ça s'en va un peu dans tous les sens. On va un peu préciser les positions. Hein. C'est-à-dire en gros, on met ça à l'œil à peu près pour que ça coïncide. Hein. On vérifie bien les orientations. Hein. L'axe des Y doit être vers nous et ainsi de suite. Bon, j'active de nouveau l'outil de snapping et je vais dire à cet objet-là de se déplacer et je vais pointer l'endroit où il doit se déplacer. Alors pour pointer l'endroit où il se déplace, je me mets directement dessus, d'accord? Et avec le clavier, vous pouvez vérifier sur la zone de la souris que je vais appuyer sur la touche G qui signifie grab. Grab c'est déplacer, se mouvoir, quoi. Et vous allez voir qu'automatiquement, puisque j'ai sélectionné le plot central, c'est le plot central qui va se déplacer. Mais comme je pointe sur l'endroit qui m'intéresse, théoriquement, il devrait venir se plaquer immédiatement. Voilà, vous voyez, ça s'est fait automatiquement. Hein. Bon, là, j'ai maintenu. Mais vous avez ici, ça s'est placé automatiquement parce que je pointais là. Alors, je vais le déplacer volontairement. Je défais l'outil de snapping pour que vous voyez un petit peu mieux, parce que ça va assez vite. Et il faut comprendre. Alors, vous allez voir que au moment où je tape sur G,
il y a un petit cercle qui va s'afficher autour du point que je pointe, du vertex que je pointe avec ma souris. Là, vous avez un petit cercle qui s'est affiché. Hein. C'est pas très visible, mais ça y va. Voilà. Eh bien, vous avez en gros un moyen très rapide d'assembler les objets. Alors, bien sûr, maintenant, on va faire comme d'habitude. On va les réunir, parce que là, ils sont, si je veux dire, ils sont simplement posés les uns sur les autres. Enfin, celui-là est posé sur les autres. Je vais donc ajouter un modifieur, booléen, je vous rappelle. Je vais choisir une union, et comme je suis un peu paresseux, je vais choisir la fonction exacte, et je vais cliquer sur l'objet que j'avais sélectionné auparavant. Voilà. Alors, toujours le même problème. Hein. Le deuxième terme, c'est-à-dire ce qui est la base maintenant, a été dédoublé au moment de la réunion. D'où ce phénomène de moirage que vous voyez quand je tourne la pièce. Et vous allez voir que si maintenant je fais disparaître la base, mon nouveau objet qui s'appelle plot central, qui a pris le nom, si j'ose dire, du plot, d'accord, du plot central, eh bien, contient ma pièce soudée, d'accord? Alors, pas tout à fait, puisque je vous ai dit que tant que ce modifieur n'était pas appliqué, on n'a pas quelque chose qui est définitivement placé. Hein. Vous voyez, je peux déplacer encore le cube. Bon, je vais faire CTRL Z, et ça se remet en place, mais je peux jouer encore là-dessus. Et quand je suis en bonne position, eh bien, je dis, voilà, j'applique, et à ce moment-là, j'ai une pièce qui est en entier. Alors, vous voyez déjà un petit peu un inconvénient, c'est que les noms des anciennes pièces qui ont été mis en contact, par exemple, avec le plot central, la base, si j'essaye de la regarder toute seule, en faisant ceci, elle existe toujours. Le bord arrondi existe toujours. Alors, c'est un peu gênant, mais bon, on peut garder les choses dedans. Mais on ne sait plus du tout le nom de cette pièce-là. Enfin, en réalité, il suffit de la sélectionner et de regarder ici, on s'aperçoit que c'est le plot central. Alors, peut-être est-il judicieux, à la fin des fins, lorsque on aura assemblé tous les morceaux, que la dernière pièce, à savoir ici, c'est le pan coupé. Hein, si vous regardez ici, pardon, il me reste le pan coupé à coller au reste. Eh bien, quand le pan coupé va être collé au reste, le résultat, je le nommerai pièce, d'accord, pour pas confondre avec le reste. Donc, j'y vais assez rapidement. Je fais apparaître donc le pan coupé qui est là, d'accord, qui est évidemment n'importe où. Alors toujours la même idée, je vais essayer de faire coïncider cet angle-là avec ce vertice, pardon, là, et ce vertice-là. Donc l'idée est relativement simple, je vais prendre ça, je vais décocher le clipping pour l'instant pour positionner approximativement les deux l'un par rapport à l'autre, de telle manière à ce que j'ai un tout petit truc à faire au moment de l'aimantation. Alors, allons-y. Cette fois, j'aimante l'ensemble. Voilà, j'ai aimanté. Je vais sélectionner ma pièce, c'est déjà fait, et je vais désigner par la souris le vertex que ma pièce doit atteindre. Boum, ça se met automatiquement. Ça va très très vite. Alors maintenant, de nouveau, je fais une union. Donc, je fais ça, je fais add modifier, boolean, d'accord?
je choisis l'union, je deviens de plus en plus paresseux, je choisis comme deuxième terme le pan coupé, et cette fois, j'applique, apply, le résultat. Voilà. Et, bien sûr, je vais le pan coupé. Regardez, le pan coupé est maintenant la pièce globale, et le plot central, lui, le pan coupé, je veux dire, est resté tout seul, et la vraie pièce se trouve dans plot central. Voilà, j'ai ma pièce qui s'appelle plot central, comme je peux le voir ici. D'accord? Voilà. Alors, une petite remarque sur le fait que j'ai choisi dans les modifieurs la fonction exacte, la résolution exacte. C'est important parce que l'ancienne version supportait très mal la superposition des faces. Or, vous voyez que quand je pose un cube sur l'autre, il y a toujours des faces qui sont en réalité en double. Et ça, alors, la fonction booléenne des versions précédentes buguait. Et c'est pour ça que j'évitais de faire ce tuto. Maintenant, ils ont corrigé et c'est très propre. Hein. La fonction exacte permet d'avoir. Donc, on a notre enveloppe. Reste plus qu'à faire les détails des encoches, des perçages plus ou moins, ou des bords arrondis. Voilà. On se rejoint dans une autre partie. Bon, avant d'aller plus loin, on va peut-être un peu faire le ménage. J'aime bien les choses propres. Et bon, et j'aime bien conserver aussi un peu mon passé. Donc ça fait un ensemble de choses avec lesquelles j'aime bien. Ça peut servir. Vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère travailler comme ça. Bon, alors, je vais pour ça utiliser encore une fois les collections. C'est-à-dire que je sais que ma pièce se trouve dans plot central. Hein. Pour l'instant, elle s'appelle comme ça. Mais tout ça, ce sont les anciens morceaux, si j'ose dire, que j'ai utilisés, hein, et qui sont restés là. Donc je vais créer tout simplement ici, à partir de ma scène de base, une nouvelle collection. Hein. Je me suis mis en haut parce que c'est plus simple, je sais où je crée. Et là, je vais marquer morceau ou éclat, pièce. Bon, c'est pas très joli, mais pièce. Et puis, ça va me permettre de déplacer les scories, si j'ose dire, de mon travail. Hein, je vais les laisser cachés, ça gêne absolument pas, je peux très bien déplacer. Ici, hop, première, deuxième, wow, troisième, voilà. Donc, alors, vous remarquez une chose, bon, je vous dis ça comme ça, hein, je peux faire réapparaître tout le monde, donc comme tout le monde est à sa place, c'est pas trop mal, mais d'un seul coup, boum, je fais disparaître mes morceaux. D'accord? Alors, plot central, maintenant je vais lui changer son nom, parce que c'est plus plot central, la pièce plot central a disparu. Et je vais lui donner le nom de enveloppe. Je vais l'appeler enveloppe cubique. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est en gros l'enveloppe cubique, ça va être ma base de travail. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir envisager un peu plus sereinement le travail pour obtenir, je vous rappelle, mon objectif, c'est ça. Hein. Bon, alors, comment obtenir ça? Eh bien, on va déjà s'occuper de ce petit arrondi-là. Hein, et on va voir un premier outil qui s'appelle le bevel. Pour cela, alors le tutoriel dont je vous ai parlé au début utilisait encore cette notion de bevel pour ça, et donc faisait un peu de modeling. Moi je vais changer, je vais utiliser la technique de l'emporte-pièce avec toujours les fonctions booléennes, cette fois de différence, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je vais prendre un cylindre et puis je vais venir encocher, si j'ose dire, cette partie-là, et là je vais faire une pièce et je vais venir encocher cette partie-là. D'accord ? Bon. Alors,
déjà, première chose, la partie, disons, d'arrondi ici. Alors c'est une fonction que j'aime beaucoup. C'est une fonction qui s'appelle bevel. Bevel, c'est biseau un peu en anglais. Alors on va utiliser pour ça. C'est un petit peu, il y a d'autres moyens hein, de faire cet arrondi, mais je voulais vous montrer ça parce que c'est une partie un peu modeling, hein, mais c'est quand même très pratique. Enfin, moi je trouve. Donc, ça se fait pas en mode objet. Hein. La pièce est considérée, donc je vais un peu... Ah oui, tiens, un petit tour de passe-passe intéressant, c'est si vous perdez votre pièce dans un coin, là, je sais pas où elle est, je suis complètement perdu, donc vous la sélectionnez ici, ou vous la sélectionnez à l'écran, et puis vous appuyez sur CTRL point, hein, point du clavier numérique. Et à ce moment-là, ça vous recentre l'affichage sur la pièce. C'est un truc très pratique, quand on est perdu, on sait plus où on est, CTRL point, ting, on revient sur notre pièce. Voilà. Alors, on va s'intéresser donc, hein, je vous rappelle, comme là elle est à peu près orientée comme la pièce avec les cotations, je vais essayer de faire cet arrondi, c'est-à-dire la partie qui est ici, la transformer en un arrondi. Comment faire? Eh bien, pour ça, on a un outil extraordinaire. On va prendre cette pièce, on va se mettre en mode donc Edit, et ici, on va choisir Edge, et on va aller sélectionner cet Edge-là. Et alors, on va voir le piège que nous tend Blender. Parce que, on n'a pas été très vigilant au début sur un certain nombre de choses. Bon, mais c'est pas grave, continuons. Avec calme et recueillement. Donc, comment dire à Blender, je voudrais que tu me biseautes ça? Eh bien, il suffit d'appuyer sur CTRL B. Alors, laissez, hein, je vous en prie, faites attention avant d'appuyer sur les touches, laissez votre curseur pas trop près de ça, parce que ça vous donnera pas la marge de manipulation. Vous serez trop près, et donc l'outil va s'énerver très vite. Donc vous vous placez assez loin, et vous faites CTRL B. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a un pointillé qui relie votre souris à l'arête, l'edge que vous avez sélectionné, et si vous tirez dessus, vous avez le biseau qui apparaît. Mais, il n'est pas très beau. Il n'est pas symétrique. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Alors, on clique, on fait CTRL Z, on va essayer de comprendre, ensemble CTRL Z, pourquoi ça n'a pas fait les choses comme on voulait. Pour ça, on va revenir en mode objet, donc touche Tab, et on va faire apparaître de nouveau le panneau L. Le panneau L, si on l'observe un petit peu, bon, la location, ça pose pas de problème, mais il y a un truc très bizarre. Regardez ici. Vous avez l'échelle. L'échelle, d'abord, n'est pas homogène. J'ai une échelle de 20 fois sur l'axe des X, 20 fois sur l'axe des Y, et 14 sur l'axe des Z. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'échelle n'est pas homogène, et puis en plus, pour que ce soit, c'est une règle, pour que ce soit un travail qui soit propre, on devrait avoir 1 partout. C'est-à-dire, c'est normal, on voit la pièce à l'échelle 1. Or là, on la voit pas à l'échelle 1. On la voit à l'échelle 20, 20, 14. Comment faire revenir tout à 20? C'est très simple. Vous sélectionnez la pièce et vous faites CTRL A. Ou alors, il y a aussi, je crois, dans Object, alors il faut que je fasse un petit peu là, un travail parce que j'ai pas l'habitude du tout d'utiliser les applications. Apply, voilà. Vous avez le menu Apply qui vous dit qu'est-ce que vous voulez appliquer. Eh bien, je veux appliquer les échelles, c'est-à-dire je veux que tout ce que j'ai dilaté à gauche, à droite, redevienne à 1. Et là, quand vous faites Scale, vous avez tout à 1. Alors ça paraît rien, mais si vous faites pas ça, eh bien, tous les modifieurs, tout ce que vous avez là, on a eu de la chance pour les booléens, ça se passe relativement bien, mais par contre, pour le bevel, vous avez vu que mon bevel était en biais. Et maintenant, si je reviens en mode Edit, voilà, et que je choisis la bonne arête, ça serait bien,
voilà, que je fais, hein, n'oubliez pas de laisser votre souris pas trop près, mais pas trop loin non plus, CTRL B, et que je tire dessus, regardez, on a un beau pan à 45 degrés. D'accord? Alors vous me direz, comment arriver à un arrondi? Ben c'est pas grave, on va cliquer dessus déjà, et puis on va s'intéresser à une fenêtre dont je vous ai déjà signalé ici, qui est la fenêtre éphémère en bas. Et ici, vous voyez Bevel. Eh bien, si vous cliquez sur ce truc-là, vous avez tous les paramètres de votre bevel. À savoir, hein, si je regarde un petit peu en détail, voilà, je vais essayer de tirer un peu la figure pour que vous voyez, voilà. Et là, je vois que, bon, bah, je fais un bevel sur les edges, que je suis en offset, bon, en déplacement. Par contre, que la largeur fait 20,5 mm. Or, moi, j'ai un rayon de 32. Donc, je vais transformer ici en 32. Et alors, vous me direz, j'ai toujours un plat, mais c'est pas grave. Regardez ici. Le bevel dit, je fais un pan biseauté à un segment. Mais si j'augmente ce nombre de segments, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous y avez plusieurs moyens. Soit vous le faites à la main, soit vous pouvez jouer sur... Oh, on peut tirer dessus, vous voyez. On peut se déplacer. On a des pointeaux de chaque côté. C'est un truc qu'il faut que vous appreniez aussi. Là, vous avez ici des pointeaux. Et ces pointeaux permettent, hein, si vous laissez la souris dessus sans appuyer, eh bien les pointeaux vous permettent, regardez, hop, vous augmentez tout simplement le nombre de segments. Alors pour avoir quelque chose de propre, eh bien vous faites 20 ou même plus si vous voulez, peu importe. Voilà. Maintenant que vous avez fait ça, eh bien vous avez votre pan arrondi. Hein? C'est quand même assez correct. Voilà. Alors, bien sûr, on peut revenir en mode objet. À ce moment-là, bien sûr, la fenêtre éphémère disparaît et j'ai ma pièce qui commence à avoir une bonne apparence. Alors, nous allons continuer par le découpage. Hein, je ramène la figure ici, on va mettre en parallèle de celle de la pièce que l'on a. Le découpage, disons, on va dire le plus simple, c'est-à-dire ici, cette espèce de rainure en demi-cercle, d'accord? Bon, alors comment va-t-on faire ça? Alors, je vous propose une méthode, mais bon, il en existe beaucoup d'autres, c'est une méthode basée sur l'intersection des objets. Alors, en effet, je vais prendre cet objet-là, et je vais le faire s'intercepter avec un cylindre, qui a les bonnes cotes. Mais je voudrais quand même aller un peu vite parce que je voudrais bien positionner les choses assez rapidement. Alors pour ça, vous allez voir, il y a quelques petites techniques quand même qui permettent de s'en sortir assez bien. Passons en mode table. Alors vous voyez que bon, il y a des surfaces sur cet objet, et en particulier celle qui va nous intéresser, c'est celle-là. Là. Hein, je la prends ici. Et j'aimerais bien que mon cylindre se place au bon endroit, c'est-à-dire juste au milieu. Bah pour ça, hein, je vous rappelle l'idée qu'on avait avec l'autre méthode avant le snapping, c'était de faire coïncider le curseur qui est là avec le milieu. Donc pour ça, on fait Shift S, cursor to selected. Voilà. Et le curseur se met juste au milieu. On repasse en mode objet, tab. Le curseur étant au bon endroit, je vais ajouter, moi, mon cylindre. Alors, Shift A, Mesh, bien sûr. Alors, oui, Shift A, je vais un peu vite parce que j'ai l'habitude des raccourcis clavier, mais ici, vous pouvez utiliser aussi dans ce menu-là, dans le menu Add, Mesh, excusez-moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, Mesh, Cylinder. D'accord? Ou Shift A, et puis ça revient au même. Voilà. Et vous avez votre cylindre, hein, on le voit pas tellement bien parce qu'il est un peu petit, qui va s'afficher juste à l'endroit que vous désirez. Alors, on va dans la fenêtre éphémère qui est apparue, on va lui donner les bonnes codes qui correspondent à un trou de cette amplitude ici, c'est-à-dire un diamètre de 24, c'est-à-dire un rayon de 12. Donc on peut déjà
placer un rayon de 12, et la longueur doit être supérieure à la longueur qui est ici, qui en gros est plus au moins 60. Ça, la longueur n'a aucune importance. Hein. Donc, radius 12 mm. Nombre de vertices, bah, ça dépend de ce que vous voulez comme finesse de découpe. On va peut-être mettre un peu plus. Et puis, sur la longueur, on mettra 60. Donc, on fait. Donc, on va mettre, par exemple, je sais pas, mettons 40. C'est peut-être beaucoup, hein, mais je sais pas, là, parce que comme je suis en enregistrement, ça peut me coûter cher. Mais bon. Radius, donc, j'ai dit 12 mm. Et puis, la longueur de la pièce, 60 par exemple, ou 50. On voit qu'en gros, il y a 64 moins 22. Hein, si je regarde un petit peu la pièce, ici, ça fait 64 moins 22. 64 moins 22. En gros, ça fait 42. On peut faire 50. Voilà, on va faire 50, ça sera moins grand. 50. Voilà. Voilà, je mets 50. Alors, je pourrais continuer comme ça, mais lorsque je descends, je m'aperçois que j'ai des choses très intéressantes. J'ai la location, bon, là, mon cylindre est au bon endroit, donc j'y touche pas. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est la rotation. Or, si je veux obtenir cette découpe-là, il faut que je bascule mon cylindre autour de l'axe des X d'un angle de 90 degrés. Donc je vais faire rotation X 90. Ah oui, si j'appuie pas sur les bonnes touches, ça va pas marcher. 90. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il s'est positionné très correctement. D'accord? Exactement comme je veux. Donc, maintenant, je peux me déplacer, regarder, bah oui, tout ça, ça va bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais encore utiliser la fameuse technique des modifieurs booléens. C'est-à-dire que je vais prendre ma figure de référence, mon enveloppe de référence, je vais lui ajouter un modifieur booléen, je vais choisir une intersection, et je vais, alors peut-être pas en fainéantise, mais quand même là, étant donné que j'ai un peu eu le tort, vous voyez, j'ai laissé cylinder, c'est pas très bien, parce que j'aurais dû mettre en porte-pièce 1, bon, mais bon, ici, je retrouve quand même cylinder. Donc je vous montre que on n'est pas obligé d'utiliser la pipette et faire cylinder. Voilà. Et là, on a notre intersection exacte, d'accord? Mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas une intersection, ni une union. Ce que je veux, c'est une différence. Vous voyez qu'en changeant simplement, alors si je regarde un petit peu en transparence, vous voyez que ça marche très bien. Et si j'apply, eh bien à ce moment-là, alors j'ai gardé bien sûr mon emporte-pièce que je vais mettre de côté, mais que je peux bien sûr effacer, et là vous voyez que ma pièce est proprement découpée. Donc on a notre première découpe. Bon, on va continuer, mais avant de faire l'encoche qui est là, hein, bon, qui nécessite un emporte-pièce, on va s'attaquer à ce pan en biais. Hein. Je l'ai pas confondu volontairement avec ce biseau-là, parce que c'est des choses, enfin, que je manipule un peu différemment. Alors, comment va-t-on faire? Bon, on va employer une technique, on peut le faire en utilisant des intersections, tout ça, bon, mais là, je vais utiliser un moyen beaucoup plus rapide que Blender nous autorise dans ces circonstances. Alors, pour ça, on prend la pièce, on se met en mode Edit, hein, bon là je repasse par les menus pour que vous voyez, et je choisis les vertices, bon bah c'est ce qui était sectionné, ça tombe bien, et je vais dire tout simplement à ma machine, tu vas confondre ce vertice-là, tu vas ramener ce vertice-là sur ce vertex, plutôt exactement là. Alors, vous allez voir, je fais ça, je sélectionne le deuxième, et je dis ici dans vertex, donc je crois que c'est plutôt la fonction qui est ici mesh,
le menu mèche, et ici, merge, et je dis, je sélectionne au dernier. De toute façon, si je me plante, je vais voir tout de suite. Voilà. Et ouais, vous voyez ce qui s'est passé, plouf, il est venu fusionner, hein, ça s'appelle comme ça, les deux vertex, qui me fait automatiquement mon pan en biais, sans absolument aucun calcul. Alors, vous avez peut-être vu que au moment où après avoir sélectionné, quand j'étais dans Mesh et j'avais sur Merge, il y a une touche qui apparaît, c'est M. Donc, on peut taper, hein, et vous pouvez le voir ici avec la souris. Si je tape M, il me dit où? Alors, at first, Atlas, je dis Atlas, et toc, et j'ai ma figure qui est complétée automatiquement. Vous voyez que c'est quand même très rapide et qu'il fallait pas s'en priver. Voilà. Bon, je vous rejoins sur la partie suivante pour l'emporte-pièce. Bon, alors on se retrouve pour attaquer la dernière phase, c'est-à-dire cette encoche-là. Alors cette encoche-là, j'ai trouvé plusieurs solutions, mais je souhaitais travailler toujours sous l'aspect volumique que beaucoup de logiciels techniques comme ça utilisent, hein, parce que bon, en Blender on peut faire des tas d'autres choses qui marchent très bien, mais c'est typique du modeling de Blender et c'est un reproche qu'on a fait justement à la construction des pièces. Là, la solution que j'ai trouvée, avec les difficultés que présentent les fonctions booléennes, parce que malgré les améliorations qu'on a faites, il y a encore quelques petits défauts. Vous pourrez le voir quand vous ferez un peu votre expérience. En particulier, les fonctions booléennes n'aiment pas quand les faces sont superposées. C'est-à-dire lorsque vous avez deux pièces qui doivent se couper ou ainsi de suite, et ces deux pièces ont une face en commun, quoi, en gros. Alors ça marche pas bien du tout. Donc il faut toujours se débrouiller, trouver une combine pour faire dépasser plus ou moins, pour éviter que ça fasse des petits ennuis. Alors, là, une solution que j'ai trouvée, c'est de le faire en deux fois. C'est-à-dire, on va déjà l'entailler d'une manière rectangulaire, et on fera un peu comme on l'a fait ici, hein, dans la rainure cylindrique du haut. On ajoutera un cylindre au bon endroit, et boum, on fera une intersection. Donc, première chose, donc on va essayer de construire ce petit cube ici, hein, qui en gros fait 20 sur l'axe des X, oui, et 16 sur l'axe des Y, et sur l'axe des Z, il fait 16, mais on peut dépasser, et on va dépasser d'ailleurs. Voilà. Donc on y va. On va cacher notre pièce, on va cacher la mise en scène qui nous sert toujours à rien. Mise en scène, on peut la garder quand même de côté. On va centrer un peu la vue par là, on va faire Shift S, cursor to World Center, on va faire Shift A, cube, Mesh, cube, voilà. Ça, la fenêtre éphémère, on peut la laisser de côté. Par contre, on va aller taper directement dans les dimensions. Alors, on a dit, sur l'axe des X, on veut que ça fasse 20 au moins. Bon, on va mettre 20 pour l'instant, on verra ce qu'on fait après. 20. Sur l'axe des Y, on veut que ça fasse 16. Donc 16. Et sur l'axe des Z, à la limite, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est que ça dépasse l'épaisseur de la pièce, c'est-à-dire 16 mm. Donc on va faire 20 par exemple aussi. Comme ça, on aura des choses un peu carrées. Voilà. Donc on a notre cube. Alors, je vous rappelle, une petite remarque quand même pour éviter les ennuis. Vous vous souvenez avec le bevel, l'ennui qu'on avait eu. Je vous signale que même en faisant un redimensionnement comme ça, je vous conseille, parce que regardez votre scale là, ici. Il est 10, 10, 8, 10. D'accord? Donc c'est pas bon. Donc on va faire CTRL A et on va appliquer, hop, le scale. Et là on est à 1. Et là c'est parfait. Bon. Alors maintenant, on va faire revenir notre enveloppe cubique, comme je l'ai appelée, voilà. Et on va essayer de placer au bon endroit. Et ça va me permettre de vous apprendre un petit peu des petites choses aussi transversales que je n'ai pas dites jusqu'à maintenant.
Alors, déjà, bon bah, on va le placer à la mode, snapping, hein. C'est-à-dire que je vais le placer le mieux possible. C'est-à-dire, je voudrais que cet angle-là coïncide avec celui-là, parce que si vous regardez les codes de la pièce, hein, la pièce, il est facile de voir que cette distance-là fait 16 puisque ça nous est donné sur la pièce. Donc si je fais coïncider l'angle de ma petite encoche ici avec cet angle-là, j'aurais gagné parce qu'après il suffirait que je déplace de 16 pour être au bon endroit. Hein. Voilà, alors j'y vais, je place approximativement, je vous ai dit, hein, pour le snapping, vous faites le mieux possible, vous approchez au mieux les sommets, les vertices que vous voulez fusionner en quelque sorte, hein. Pas fusionner, mais faire coïncider, hein, le terme est exact. Donc là j'appuie sur snapping, je pointe le vertex sur lequel je veux aboutir et j'appuie sur G. Touc, ça se met automatiquement, d'accord? Et là, vous voyez, mon emporte-pièce, si j'ose dire, le bord de mon entreprise coïncide exactement au bord de ma pièce. Donc ça veut dire que pour avoir le perçage à 16 du bord, eh bien il me suffit de déplacer sur l'axe des Y la pièce de 16 mm. D'accord? Alors pour ça, je vais activer peut-être le screenshot de telle manière à ce que vous voyez mes touches. Hein, voilà. Pardon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est simplement pour vous montrer ce que je tape. Hein. Donc là, je reviens sur item. Voilà. Alors, je vais donc vous montrer ce que je fais au clavier. Je dis il faut se déplacer. Se déplacer, c'est la touche G. D'accord? Alors, faites attention de bien déconnecter le clipping. G, déjà. Donc G. G. Hop, vous voyez, G. Et je vais aller sur l'axe des Y. Donc, je tape Y. D'accord? Et donc là, vous voyez, l'axe apparaît, la direction apparaît, et je tape la quantité, la distance que je veux. Et comme je suis dans le sens, hein, je vous regarde, si vous regardez bien le mouvement, vous avez moins 15. Vous êtes dans le sens négatif. Hein. Vous vous repérez par rapport au gizmo. Voilà. Là, vous êtes en bonne position. Hein. Alors, et on va encocher. Mais ce que je vous conseille, c'est regarder ici. Mon cube, il a la face qui est ici, qui coïncide avec la face de la pièce. Et ça, c'est très mauvais pour faire des intersections, parce qu'il subsiste après toujours une petite, excusez-moi l'expression, mais une petite merdouille. Alors, pour éviter ça, il y a un moyen très simple. Ça coûte rien. On prend l'emporte-pièce, par exemple, parce que c'est celui qui peut être modifié sans problème. On va passer en mode edit. Voilà. On prend le mode face ici et on va tirer la face. Je vais remettre le gizmo, hein, parce que sinon il était parti. Je vais tirer la face simplement de quelques millimètres, comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Et ça, la pièce dépassant, les deux faces ne sont plus superposées. Et là, je risque moins des ennuis. Alors vous me direz, j'ai la même chose en dessous. Je peux faire exactement la même chose, ou, autre technique, quand on peut le faire, c'est tout simplement de déplacer la pièce verticalement en utilisant les gizmos. Ou sinon, vous le faites là, hein, directement, vous bougez en augmentant ou en diminuant, hein, avec les petits pointeaux sur le côté. Je vous rappelle, hein, on peut déplacer ou augmenter ou diminuer les valeurs ici. Et donc là, vous voyez, il n'y a plus de face commune, si j'ose dire. Donc, lorsque je vais faire une intersection, ou une union, ou une différence, j'aurai pas d'ennui. D'accord? Ça, je vous conseille vivement de le faire. Alors, maintenant, séchons les bavardages. Je vais prendre ça,
hein, c'est-à-dire ma pièce. Je vais lui dire add boolean. Voilà. Bon. Aller sur différence, par défaut. Aller sur exact. Et puis, je vais aller chercher ma pièce. Hein, je prends la pipette et je dis, voilà, je voudrais cet objet-là. Voilà. Alors, vous voyez qu'en dessous, ça a l'air d'être propre. Je vais faire apply. D'accord. Je vais saisir mon emporte-pièce qui s'appelle cube. J'aurais dû l'appeler emporte-pièce. Et regardez, c'est parfait. Il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas de face résiduelle et ainsi de suite. Alors vous allez me dire comment je vais faire le cylindre, en appliquant la même technique que j'ai utilisée ici. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, tiens, on va recentrer un petit peu l'affichage pour que vous voyez bien ce que je fais. Oui, mais attends. Oui, contrôle point. Voilà. Oh, j'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà. Contrôle point. Voilà. J'ai remis vous voyez, vous avez le détail de la commande. J'ai remis ma pièce au milieu. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais construire un cylindre juste à l'endroit où il faut. Pour ça, je vais d'abord placer mon curseur au bon endroit et je vais ajouter mon cylindre. Alors, d'abord placer mon curseur au bon endroit, ça veut dire passer en mode Edit, sélectionner la face, faire Shift S curseur to selected, repasser en mode objet, d'accord, et faire Shift A, je vais ajouter un cylindre avec les codes qu'il me faut. Alors bon, elle est tout petit là. Alors qu'est-ce qu'il me faut comme code? Je vous rappelle, hein, sur le dessin, je veux un radius de 8, une hauteur qui dépasse bien sûr la hauteur de la pièce, bon, je ferai 20, et puis je mettrai un certain nombre de vertices. Alors on va aller voir ça dans le panneau qui est ici, hein, le panneau qui est là. Donc je vais mettre, j'avais mis, je crois, jusqu'à 40 vertices. Le radius, j'ai dit qu'il faut qu'il fasse 8. Donc je tape 8. Voilà. Vous voyez, ça commence à apparaître. Et la hauteur, je vais dépasser, je vais faire 30, par exemple. Voilà. Et vous voyez qu'il est exactement au bon endroit. Hein. Il se trouve que la position verticale correspond à la position que je voulais, mais bon, c'est exactement ce que je voulais. D'accord? Donc, je peux sélectionner ça, c'est-à-dire le corps de ma pièce, et je vais faire add modifier boolean, et cette fois je vais faire de nouveau, non, je vais toujours faire une différence d'ailleurs, je vais me faire en mode exact, et je vais aller chercher mon petit cylindre. Voilà. Et là, est-ce que c'est correct? On va voir tout de suite quand je vais faire apply, et que je vais cacher le cylindre qui se situe par là. Hop, et voyez, notre pièce, elle est terminée et elle est propre.